On est parti les amis pour un nouveau coup tordu, le 273e épisode du coup tordu. Ça parle vélo, ça parle cyclisme, le coup tordu des interviews et des previews, le coup tordu, le podcast des passionnés pour les passionnés. Alors notez que dans l'épisode précédent, dans l'épisode 272, avec la Tib et avec Phoenix, on vous a fait la grande preview du Paris-Roubaix 2025. Donc épisode que vous retrouvez sur toutes vos plateformes de podcast, également sur la chaîne YouTube du coup tordu. Donc c'est l'épisode précédent, l'épisode 272 pour avoir la grande preview de Paris-Roubaix 2025. Moi je vous retrouve en solo pour un épisode qui va être relativement court. On va se faire déjà un débrief de la journée puis une analyse de la 5e étape du Tour du Pays Basque qui a lieu ce vendredi 11 avril 2025. Alors déjà on va revenir sur la course, sur la 4e étape, la victoire de Joao Almeida. Je pense qu'au niveau de l'analyse qu'on vous a donnée dans l'épisode 271 avec la Tib et avec Enzo, on a été relativement propre. Si je devais donner une note à l'analyse qu'on a faite tous ensemble, c'est à peu près 15,5 sur 20. On a sous-estimé, je pense, Aramburu, qui est dans une forme intersidérale, notre ami Aramburu. C'était clairement lui, le deuxième plus fort de l'étape derrière Joao Almeida. Donc voilà, on rentre la victoire et le top 3 de Joao Almeida. C'est pas un exploit incroyable, il était le favori de l'étape, mais je vous avoue qu'avec la répartition des mises, on récupère une 50aine d'unités sur l'étape et ça fait plutôt du bien. Alors après, pour le scénario de la course, faut quand même rester relativement modeste parce que pour moi, finalement, ça s'est pas joué à grand chose que l'échappée aille au bout. Déjà, l'échappée a mis énormément de temps à se former, c'est ce qu'on voit quasiment depuis le début de ce Tour du Pays Basque, en tout cas sur les étapes décisives, sur l'étape 3 et l'étape 4, c'est-à-dire que pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ça ne débranche pas. C'est des choses qu'on voit traditionnellement sur les grands tours. Vous savez, sur les grands tours, ces fameuses étapes où on sait que l'échappée va aller au bout, quand on sait que ça va au bout, ça met des fois 1 heure, 1 heure et demie, parfois 2 heures à sortir. C'est un truc de malade, et quand le peloton débranche, ça prend 3, 4, 5, 8, 10 minutes et ça va au bout. Bon, sauf que là, les 2 étapes qu'on vient de voir, donc celle de ce jeudi et celle de ce mercredi, ça n'a quasiment pas débranché du début à la fin. Alors pour moi, il s'en est pas fallu beaucoup pour que cette échappée de 9 qui est partie. On avait du Ben Illy, on avait du Sepp Kuss dans l'échappée. Il y avait quand même un groupe de 9 qui était relativement qui était solide et qui était équilibré. On avait avec Marc Soler également qui était de la partie. Pour moi, la clé, c'est les Bahreïn, parce que visiblement les UAE, comme il y avait Soler devant, on n'avait pas vraiment prévu de rouler. Dans les interviews d'avant-course, Joao Almeida avait dit c'est pas à nous de faire le travail, c'est la Soudal qui a le maillot, et donc c'est à la Soudal de faire le travail. Du côté de la Soudal, je pense qu'on voyait pas d'un mauvais œil qu'une échappée aille se disputer la gagne et aille claquer les bonifs à l'arrivée. Donc finalement, la clé c'est quoi? C'est la Bahreïn. La Bahreïn a littéralement craqué, s'est mise à rouler. Alors on sait que Peyo Bilbao, on a quand même l'explication, c'est Steph Le Belge qui l'a donné sur les réseaux sociaux. Peyo Bilbao est tombé à la 2e étape, donc c'est pour ça que Peyo n'est pas très très bon sur ce Tour du Pays Basque, alors qu'il l'avait ciblé clairement comme objectif. Quand on écoute les interviews de Peyo Bilbao, il fait régulièrement des interviews sur les radios basques pendant l'hiver, et il le dit clairement, le Tour du Pays Basque, ça reste le gros objectif de sa saison. Donc Peyo étant out, on peut estimer que les Bahreïn ont roulé pour Santi Buitrago, qui est pourtant à court de forme et en phase de reprise, et ça s'est vu, Santi il a fait un très très beau début de montée, puis arrivé au tiers de l'ascension, il a mis le clignotant et c'était terminé. Donc derrière, Joao très très propre, les UAE qu'on profiter, on va dire, du travail des autres, du travail de la Bahreïn. Donc j'ai envie de dire que tactiquement, ça a été très intelligent. Ils ont réussi à faire craquer les autres et à les soumettre à travailler pour eux. Maintenant, du côté des UAE, on aurait aussi peut-être pu prendre les choses en main. Voilà, moi je pense que alors tactiquement c'est bien joué, mais je pense que vraiment Almeida, il y a, je vais pas dire un manque de respect, on en parlait hier dans le podcast, mais il a du mal vraiment quand même à plier l'équipe à son service, alors que comme le disait Enzo hier, il y a du talent dans cette équipe, il y a des mecs très très forts dans cette équipe, mais Joao fait partie des tauliers, fait partie des goats de cette équipe. Moi je pense que Almeida, on le retire des UAE, il serait ultra leader dans n'importe quelle équipe. D'ailleurs, je sais pas jusqu'à quand il est en contrat du côté des UAE. Voilà, il a encore une année de contrat après en 2026. Il aura 27 ans. Je pense que pour 2027, il serait peut-être temps d'aller faire un petit tour ailleurs. Alors je dis pas qu'il peut prendre Poggi sur un Tour de
de France. Évidemment, hein, je parle pas de ça, mais détour d'une semaine. Remarquez, vous me direz, il le fait chez UAE. Et pourquoi pas un grand tour, une Vuelta ou un Giro où on n'aurait pas du Monster dans la place. C'est complètement jouable hein, pour Joao Almeida. Ça roule, ça grimpe. Pour moi, il a jamais été aussi fort qu'en ce moment. Il continue de progresser. Il n'a pas encore atteint son prime. Et avoir une véritable équipe qui serait entièrement à son service, bah ça pourrait aussi lui faire encore gratter quelques petits pourcentages. En tout cas, voilà, moi, mon coureur que j'aime beaucoup. Et il a remporté l'étape. J'ai eu un petit peu peur dans la descente parce que Joao, c'est un peu son défaut. C'est pas le meilleur descendeur de la terre, mais bon, il a plutôt assuré. Donc on rentre la victoire et le top 3 de Joao Almeida. Ça fait plutôt du bien. Je vais répondre à une petite question qu'on m'a envoyée sur les réseaux sociaux, la question de l'ami Timo, un fidèle auditeur du podcast. Moi, ça me fait délirer d'ailleurs, hein, parce que bon, je vois les chiffres du podcast. De temps en temps, je reçois des messages, des gens, des auditeurs qui nous écoutent depuis des mois. J'imagine aussi que parmi vous tous qui êtes à l'écoute du Coup Tordu, je suis sûr qu'il y en a qui nous suivent, qui vont nous écouter. Voilà, et vous êtes là depuis un petit moment. Vous allez rester là avec nous pendant encore un long moment et vous ne vous manifesterez jamais. Voilà, je n'aurai jamais de message de votre part. Mais vous êtes là et ça me fait plaisir et pour moi c'est le plus important. Voilà, je sais que vous êtes là, fidèle à l'écoute du podcast, fidèle à l'écoute du Coup Tordu. J'ai vu un facteur aussi qui m'a envoyé un message sur YouTube aujourd'hui qui me dit je vous écoute pendant mes tournées. Donc voilà, mais franchement c'est vraiment du kiff parce que je sens voilà une vraie connexion, un vrai truc. Je vais pas vous mentir, hein, vous êtes pas on fait pas les scores de légende. Hein. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué un petit truc. Est-ce que vous avez ça, faudrait que j'en parle avec Thibaut et Enzo, j'en ai jamais parlé. Est-ce que vous écouterez bien David Gaudu en interview et est-ce que vous remarquerez pas que David Gaudu, il parle un petit peu comme Guillaume Play? Ah mon con, la course elle était un peu compliquée. Il y a un petit côté, vous écoutez bien Gaudu en interview et vous n'êtes pas obligé d'écouter Guillaume Play, mais vous avez tous en tête comment il parle. Et je trouve que Gaudu quand il parle, il y a un petit côté Guillaume Play. Enfin voilà, ça c'était pour la petite blague, c'était pour la petite blagounette du jour. Mais vous êtes là et je vois le podcast qui progresse en permanence et ça voilà, ça fait super plaisir. Et donc il y a Timo qui m'a envoyé un message sur les réseaux sociaux, donc auditeur du Coup Tordu, première fois qu'il m'a envoyé un message. Et donc l'ami Timo, il me disait qu'il était un petit peu déçu. Alors je vais déjà rappeler que jouer avec excès comporte des risques, hein. On est avant tout un podcast de cyclisme avant d'être un podcast de betting. On peut aussi faire du fantasy, on peut jouer de manière totalement gratuite sur pas mal de jeux. Moi je parle souvent de Side Limit, mais il y a d'autres jeux de fantasy bien évidemment. Et donc Timo, il trouve que l'offre en matière de cyclisme elle est pas incroyable en France et il me demandait que faire. Alors c'est vrai qu'au niveau au niveau de ce qui est proposé, souvent c'est un petit peu limité. Alors déjà je rappelle que jouer avec excès comporte des risques, ça je l'ai dit. Pour moi la base, et je vais citer les bookmakers pour la première fois parce que c'est de l'information et non de la publicité, un petit peu comment je vois les choses. Pour moi, pour le vélo, il y a 4 bookmakers sur lesquels il faut être. Voilà, les 4 principaux, pas forcé d'aller chercher beaucoup plus loin. PMU, Winamax, Unibet et Betclic. Voilà, je cite tout le monde. Après, vous pouvez en avoir un en complément. J'ai joué longtemps également sur The Bet. Mais bon, les cotes ont un petit peu baissé sur The Bet, mais c'est bien aussi d'avoir un petit œil de temps en temps sur ce qui se passe ailleurs. Je crois que c'est NetBet il y a pas longtemps qui avait sorti un truc qui était un petit peu plus haut que le marché. Mais voilà, globalement, si vous avez les 4 que je vous ai cités, vous avez 98% de l'offre de marché. Généralement, sur les petits bookmakers à côté, c'est un petit peu raboté, mais faut toujours surveiller. Ce que je vous dis là ne sera peut-être pas valable dans un mois ou dans 2 mois. On peut avoir un bookmaker qui arrive et qui décide d'investir un petit peu plus sur le cyclisme, d'offrir des cotes un petit peu plus attrayantes, un petit peu plus intéressantes. C'est possible. Donc, faut toujours avoir un œil rivé là-dessus. Est-ce que ça vaut le coup d'aller sur le marché hors ANJ? Alors moi personnellement je vous le conseillerais pas, déjà parce que je peux pas le faire, c'est interdit et je dirais qu'au niveau des cotations, les TRJ dans pas mal de books à l'étranger ont baissé sur le cyclisme parce que par exemple je pense qu'un site comme Pinacle par exemple, il y en a qui jouent sur Pinacle a énormément réduit son TRJ. Encore une fois, je les cite pas pour leur faire de la publicité, c'est de l'information, mais le TRJ et ce que je vais dire est plutôt favorable aux bookmakers français. Donc ils ont réduit leur TRJ, donc ce qui fait qu'on se retrouve avec des TRJ en France finalement très très proches de ces quelques sites. Alors bien évidemment, il y a toujours des paradis fiscaux, mais des trucs que je connais pas, que je connais mal.
où certains joueurs ont parfois eu des problèmes pour pouvoir retirer l'argent, se sont fait bloquer le pognon. Donc vraiment, encore une fois, c'est pas quelque chose que personnellement, je suis pas là pour vous fliquer, mais c'est pas quelque chose que je conseille. Le seul problème qu'on a en France en ce moment, l'offre de marché qui est encore très limitée, il faudrait qu'il y ait plus d'épreuves. Après, il y a quand même des choses qui vont dans le bon sens. On a l'arrivée des top 10, on a parfois les top 6 et on a aussi l'arrivée des match-up. Maintenant, pour les match-up, il faudrait qu'on sorte de ce règlement totalement ridicule qui vous rembourse le bet si les deux coureurs ne sont pas dans le top 10. Ça, c'est littéralement n'importe quoi. Mais si on arrive à sortir de ça, mais à rajouter aussi un petit peu plus de cyclisme féminin, j'en parlais dans le podcast d'hier, honnêtement, il y a de quoi faire. C'est pas dingue, mais c'est pas ridicule. En tout cas, ça avance. En tout cas, ça va dans le bon sens. On est encore loin de certains pays. On est loin de la Belgique, par exemple, mais ça avance. Et donc, quand les choses avancent, faut pas être négatif. Donc voilà. Donc, je vous ai cité 4 bookmakers. Alors, je vais vous dire un petit peu les points faibles et les points forts. Et encore une fois, j'enregistre l'épisode ce 10 avril 2025. Ce que je vous dis ne sera peut-être plus valable dans 3 semaines, dans 1 mois ou dans 2 mois. On en avait parlé un petit peu avec François, ancien trader chez 2 bookmakers très célèbres en France. On avait cité un petit peu les bookmakers à l'époque, encore une fois parce que c'est à titre d'information. PMU, je vais vous dire le point fort de PMU, c'est que très souvent les premières cotes arrivent sur PMU. Et PMU, au niveau des sorties des cotations, est très très proche du bookref. Donc très souvent, j'ai envie de dire, il y a des opportunités, des petites opportunités à saisir sur PMU parce que PMU arrive en premier, le marché est pas forcément très très ajusté à ce moment-là et souvent il y a de meilleures cotes à prendre en sortie de marché sur PMU. Ça c'est le point fort. Le gros point faible, c'est qu'il n'y a pas les top 3 sur PMU, c'est-à-dire on joue pour les gagnants. Après, voilà, il n'y a pas de top 3, il n'y a pas de top 10, là-bas on joue pas là-dessus, c'est tu gagnes ou rien du tout. Mais pour les sorties de cotes, c'est vraiment très intéressant. Et ensuite, ça fluctue un peu. Alors le plus actif évidemment c'est Winamax, parce que très souvent c'est le plus réactif à sortir des top 3, à sortir les match-up. C'est le cas cette semaine sur le Tour du Pays Basque, mais c'est pas non plus, j'ai envie de dire, un truc qu'on retrouve systématiquement. C'est pas une vérité absolue. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Parfois, ça peut être BetClick. Parfois, ça peut être Unibet. C'est assez variable. Je vous sors en moyenne. En moyenne, Wina a tendance à un petit peu plus approfondir le marché que BetClick et Unibet, mais il n'y a pas non plus un monde d'écart entre ces 3 bookmakers. Voilà, je mettrais Wina légèrement au-dessus et après à égalité BetClick et Unibet à ce niveau-là, mais voilà, encore une fois, ça peut fluctuer, ça dépend des semaines, ça dépend des épreuves, il n'y a pas de vérité absolue. Mais voilà, je rappelle une dernière fois que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, que jouer avec excès comporte des risques, on joue en management de bankroll, on ne fait pas n'importe quoi, je vous le dirai et je ne vous le répéterai jamais assez, mais si vous voulez prendre le risque de mettre de l'argent, si vous voulez parier sur le cyclisme, si vous voulez être équipé, si vous êtes sur ces 4 bookmakers-là, vous êtes à peu près équipé. Moi, je suis sur ces 4-là. Je suis plus sur d'autres bookmakers à l'heure qu'il est. On va enfin parler de cette 5e étape du Tour du Pays Basque, avant-dernière étape. Donc Joao Almeida a pris les commandes de la course, il est leader au classement général. Alors on a une étape, comme souvent ce qu'on a au Pays Basque, on a une étape relativement mal plate qui peut sourire soit à l'échappée matinale, soit à, on va dire, des sprinters qui passent bien les bosses, et on en a quand même quelques-uns sur la start list. Alors au niveau de la météo, on va quand même avoir du vent dans le dos majoritairement jusqu'au circuit final. Alors est-ce qu'une échappée peut aller au bout? Pour moi, j'ai presque envie de vous dire, c'est presque 50-50. Pourquoi? Parce que ça n'a pas débranché de la semaine, en fait. Ça a vraiment, les 2 dernières étapes, ça a vraiment tiré dans tous les sens. Et si on a un bon groupe politique avec 15-20 coureurs qui arrivent à se détacher, aujourd'hui, ça aurait pu le faire. Enfin, je parle sur l'étape de jeudi. Donc, sur l'étape de ce vendredi, ça peut aussi le faire. Et j'ai même envie de dire, pour certaines équipes qui ont aussi des sprinters punchers, type Axel Laurence, type Thibaut Nice,
type, alors Alex Aramburu non, parce qu'il est vraiment très très proche au classement général, mais rien n'interdit ces équipes de les glisser dans un gros groupe d'échappés. On peut avoir un groupe, le classement général est quand même assez élagué. On a vu un mec par exemple comme Romain Grégoire qui s'est relevé aujourd'hui, enfin je sais pas s'il s'est relevé, mais il est désormais assez loin au classement général. Il peut aussi avoir un bon de sortie, donc on peut avoir voilà un groupe avec quelques mecs pas dangereux au général et qui arrangerait un petit peu toutes les équipes. Donc voilà, ça me paraît pas complètement délirant de voir une échappée aller au bout. Maintenant, je vois quand même 3 équipes qui vont chercher à disputer un sprint et qui vont rouler et qui peuvent filtrer l'échappée. Donc les Ineos peuvent tenter le coup pour Axel Laurens de manière très claire. La Lidl Trek va vouloir tenter le coup pour Thibaut Nice. Ça, c'est une évidence. La Cofidis, s'ils veulent jouer la carte à Alex Aramburu, bah voilà, va falloir jouer un sprint parce qu'il est trop proche au classement général. On va pas le laisser partir. Maintenant, pareil, s'il y a un groupe de 15-20 coureurs qui part et que du côté des Cofidis, on accompagne les groupes et qu'on a réussi à placer dans l'échappée. Je pense par exemple à Anthony Perez ou un Stefano Oldani ou un Jonathan Lastra. S'ils sont représentés dans l'échappée, à mon avis, voilà, le plan Aramburu au sprint, ils vont laisser tomber. Pour Euskaltel, on peut également rouler alors pour moi, c'est les 3 équipes principales qui vont vouloir un sprint. Lidl, Ineos et la Cofidis. Après, on peut rajouter aussi les Euskaltel qui peuvent éventuellement mettre la main à la pâte pour Yon Aberasturi. On peut rajouter aussi peut-être la Cairn Pharma pour Pao Mikel qui est aussi très très bon dans ce genre de circonstances. Donc ça fait quand même quelques équipes qui peuvent rouler. Alors quand je vous dis un 50-50, non, je donne quand même un petit avantage au peloton et la Visma aussi, la Visma qui ne joue plus rien au classement général. Mais pareil, Axel Zingle, on peut complètement le mettre dans l'échappée. Il y a Wilco Calderman qui est encore placé, mais on peut aussi envoyer Zingle dans l'échappée. Moi, je serais je voudrais plutôt la carte Attila Valter plutôt que la carte Axel, dans l'échappée, Attila Valter dans l'échappée et Zingle pour le sprint. Donc compliqué et voilà. Donc petit avantage quand même au peloton parce qu'il y a un petit peu plus d'équipes qui veulent la mettre au fond. Alors moi, si j'avais un prono à donner, et attention, c'est un prono et c'est pas un pari parce que pour cette étape, je vais être sur un no bet. Voilà, j'essaye de vous donner quelques indications, sachant qu'aussi sur le retour sur le circuit final, on sera plutôt sur du vent de face. Donc on a une côte au niveau du parcours, on a une ascension qui est assez chère à une vingtaine de bornes de l'arrivée avec un pied qui est très très raide, mais ensuite pour rejoindre la ligne d'arrivée, on aura un faux plat descendant, on sera plutôt vent de face et on aura une mini boss également dans le final, un petit talus de 600-700 mètres qui correspond bien au sprinter puncher avant de redescendre dans le dernier kilomètre et sur la ligne d'arrivée. Donc pour moi, si vous voulez, la logique c'est Thibaut Nice qui a quand même été très très bon sur le Grand Prix Miguel Indurain et qui a été quelque peu décevant par la suite. Rappelez-vous, sur l'étape de ce mercredi, il était quand même ultra méga favori et il finit très très loin sur cette étape numéro 4 remportée par Joao Almeida en début de semaine. Certains se demandaient s'il pouvait ou non faire la blague. Donc Thibaut Nice est mon favori de l'étape. Le favori de l'étape pour les bookmakers, c'est Axel Laurens qui est à 5. Derrière, on a Aramburu à 6,5. Alors Aramburu, j'ai l'impression qu'il a travaillé ses qualités de grimpeur et qu'il a perdu un petit peu ses qualités de rouleur et ses qualités de puncher. Pour moi, le sprint de cet après-midi, pour la deuxième place derrière Joao Almeida, si c'est le Aramburu que je connais avec sa pointe de vitesse, il n'y a aucun problème, il le gagne. Sauf qu'il fait quatrième de ce sprint et finit 5e de l'étape. Donc voilà, Sir Alex, au niveau de la pointe de vitesse, c'est pas totalement safe. Je pense qu'il a gagné d'un côté, il a perdu de l'autre. En tout cas, c'est mon impression. Donc Thibaut Nice, s'il a les jambes, s'il y a un scénario sprint, s'il est bien amené. Et après, je trouve que Axel Zingle, on l'a vu à plusieurs reprises, assez loin avec les grimpeurs. Il s'est préparé spécifiquement pour être performant sur les Ardennaises sur cette année 2025. Il les prépare depuis cet hiver. Moi, je suis assez surpris d'ailleurs parce que pour moi, Axel Zingle, c'est plus un Flandrien qu'un Ardennais, mais
on a décidé du côté de la Visma de l'axer sur les Ardennaises. Donc ça veut dire aussi qu'il a travaillé ses ascensions de 3, de 4, de 5, jusqu'à 10 minutes. Il a forcément progressé dans ces domaines-là. Donc possiblement il va moins toxiner que les autres. En tout cas, s'il y a un sprint, il devrait être plutôt frais. Donc voilà, si j'avais un petit classement à vous donner sur cette étape numéro 5 du Tour du Pays Basque, ça serait la victoire de Thibau Nys devant Axel Zingler. Alors pour vous donner une troisième place, c'est extrêmement compliqué. Roger Adria a une petite pointe de vitesse. Romain Grégoire, s'il y a un sprint, je pense que si c'est un sprint en comité réduit, il va le tenter. Loulou a essayé de s'échapper. Alors Julien, ça sera en échappée. Ethan Hayter, c'est définitivement plus un sprinter. Sharman avait dit que avant l'étape remportée par Caleb Ewan, il allait tenter le sprint et puis il a toujours pas placé un sprint depuis le début de l'année. Donc voilà. Donc j'irai pas plus loin pour ce petit épisode du coup tordu. La victoire de Thibau Nys devant Axel Zingler, mais encore une fois, c'est du prono et non du pari. Ça ne sera pas comptabilisé dans la bankroll. Je ne mettrai pas 1 euro sur ce scénario-là parce que je crains quand même qu'une échappée de 15-20 coureurs s'en aille et pour moi c'est assez gumball et quand j'ai pas un scénario clair et défini, je préfère m'abstenir. C'est un petit peu ce que j'aurais dû faire sur certaines étapes précédemment. On se retrouvera ce vendredi soir pour l'analyse et pour les pronostics de la dernière étape du Tour du Pays Basque et n'oubliez pas de vous abonner à Thibaut Champ, vous le retrouvez sur X, sur Twitter, Enzo qui vous fait des analyses incroyables sur son site The Big Gear. Allez mater tout ça, vous avez une preview pour l'étape 5 au moment où j'enregistre, elle est pas encore disponible mais je sais qu'Enzo va vous caler ça dans les minutes, dans les heures qui viennent. Vous aurez également son pronostic pour cette 5e étape du Tour du Pays Basque et puis tous les réseaux sociaux du coup tordu. Vous pouvez nous mettre des notes sur Apple Podcast, sur Spotify et puis vous abonner, nous rejoindre. La chaîne YouTube du coup tordu, on l'a lancée il y a pas très très longtemps, il y a pas nos tronches mais vous avez les émissions sur YouTube, il y a bien évidemment les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram, X, Twitter, Blue Sky, on est partout. Puis s'il y a quoi que ce soit, bien évidemment, je lis vos messages, je vous réponds, c'est toujours avec grand plaisir. Allez, à très très vite les amis.